Salut tout le monde, c'est Will, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Vous le savez probablement, la WWE nous cache beaucoup de secrets. J'adore découvrir certains d'entre eux et évidemment je vous le partage à vous aussi. Comment Rey Mysterio a pu survivre à une chute de 25 mètres. Comment des catcheurs arrivent à combattre les yeux bandés. Comment la WWE nous cache à tout prix certains de ses échecs. C'est de tout cela dont on va parler aujourd'hui avec 5 secrets à la WWE révélés. Mais juste avant et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche si c'est pas encore fait et que t'aimes bien mes vidéos. Tu peux également me suivre sur Instagram, le lien est en description, enfin bref, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. La chute de 25 mètres. Dans le précédent épisode des secrets à la WWE, je vous avais parlé d'une action impressionnante avec Ricochet et John Morrison, où les catcheurs ont fait utilisation d'un tapis pour amortir la violence de la chute, et qui sera accidentellement montré à la caméra. Et bien durant Money in the Bank en mai 2020, il s'est passé quelque chose d'assez similaire durant le pay-per-view, qui avait exceptionnellement lieu cette année-là dans le QG de la WWE à cause de la crise sanitaire, et que je voulais donc vous partager. Lors du match principal, les catcheurs vont tous finir par se retrouver sur le toit du bâtiment, qui était l'endroit où se situait la mallette suspendue en hauteur et qu'il fallait décrocher. Durant l'affrontement final sur ce toit, King Corbin va attraper Rey Mysterio par le masque, puis l'enverra valser par-dessus la barrière, le faisant alors tomber du haut du bâtiment de 8 étages pour 25 mètres de haut. Mais il ne s'arrêtera pas là puisqu'il fera exactement pareil avec Aleister Black. Dans l'enchaînement, tout était parfaitement exécuté, le scénario semblait tout à fait crédible. Sauf que plus tôt dans la soirée, la production de la WWE va filmer un plan large sur le toit du bâtiment, et on pourra ainsi voir que derrière les barrières d'où seront jetés les catcheurs, il n'y avait pas le vide comme on aurait pu le penser, mais encore un étage, et surtout, on pourra voir à l'endroit précis d'où les catcheurs seront jetés, une pile de carton avec un tapis dessus pour les amortir au mieux. Je sais pas si c'est pour cette raison qu'on pourra revoir Rey Mysterio et Aleister Black dès le lendemain durant l'épisode de Raw. Bon, évidemment, cela n'enlève en rien l'athlétisme des catcheurs, et encore heureux qu'ils ne soient pas jetés du haut d'un bâtiment. 4. Les arènes vides. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ces derniers mois et même ces dernières années, la WWE fait des scores de plus en plus bas. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, un épisode de Raw était regardé en moyenne par 3 millions de téléspectateurs aux États-Unis. En 2019, cette moyenne a baissé pour être aux alentours de 2 200 000, et en 2020-2021, ça a carrément chuté pour atteindre seulement 1 700 000 téléspectateurs en moyenne. Le show ne dépasse quasiment plus les 2 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Alors évidemment, la crise sanitaire y est certainement pour quelque chose, mais ça fait depuis 2019 que les chiffres baissent, et en 2019, il n'y avait pas de pandémie mondiale. Cela nous fait comprendre qu'au moins 50% des gens se sont lassés du produit WWE au cours des 3 dernières années. Bon, évidemment, je simplifie grandement les traits, puisqu'il y a énormément d'autres facteurs à prendre en considération, mais cette baisse est quand même assez significative. Comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant, en 2019, on commençait déjà à ressentir cette baisse dans les audiences. Et bien le 23 juin de cette même année, on aura le droit à un exemple concret. Ce soir-là se déroulait le pay-per-view Stomping Ground dans le Tacoma Dome, pouvant accueillir normalement jusqu'à 23 000 personnes. Le show a tellement peu intéressé les gens sur le papier que seulement 6000 personnes étaient présentes dans l'arène ce soir-là. Selon Brian Alvarez du Wrestling Observer Radio, sur ces 6000 personnes présentes, seulement 4000 à 4500 auraient payé leur ticket pour le show, alors même que le prix avait été baissé à $20, ce qui n'avait jamais été aussi bas pour un pay-per-view. Pour toutes les autres personnes présentes ce soir-là, ce sont soit des places qui ont été offertes gratuitement, soit des personnes payées pour combler les sièges vides. En fait, pour vous expliquer ça simplement, pour n'importe quelle fédération de catch, il est très important qu'on puisse voir le public. Au-delà de l'ambiance qu'il apporte, ça permet surtout de montrer au monde entier qu'il y a beaucoup de gens intéressés par le produit que peut proposer une fédération, et donc ça permet d'asseoir une certaine autorité. C'est un moyen de dire, regardez, on a du succès, il y a beaucoup de monde qui veut venir voir nos shows. Et ça c'est aussi valable pour la WWE. Même si c'est la plus grosse fédération de catch au monde, il ne faut surtout pas qu'on ait l'impression qu'elle ne plaît plus ou qu'elle n'intéresse plus vraiment les gens, et pour ça, il ne faut surtout pas qu'on puisse voir des sièges vides dans l'arène. Vu qu'il n'y avait quasiment personne durant le pay-per-view Stomping Ground, la WWE va donc décider de recruter des gens pour s'asseoir sur les sièges vides, et elle va carrément fermer une partie des gradins en installant un énorme rideau noir pour que tous les gens soient entassés d'un seul côté de l'arène et qu'on ait donc l'impression qu'elle soit complète, vu que les caméras ne filment jamais l'autre côté. C'est pas la première fois que la WWE doit fermer une partie de l'arène à cause d'un manque de spectateurs, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises et à chaque fois, on peut entendre les commentateurs au début du show nous dire que l'arène est complète ce soir alors que c'est pas du tout le cas. C'est un secret qu'elle essaie de cacher au maximum, mais évidemment tous les gens sur place peuvent s'en apercevoir. 3. Les blindfold match. À la WWE, il existe une stipulation qui consiste à enfiler une sorte de sac sur la tête des catcheurs afin qu'ils se battent à l'aveugle. Le dernier que j'ai en tête s'est déroulé le 18 novembre 2020 et voyait Dexter Lumis affronter Cameron Grimes. Et par moments, c'était assez impressionnant. Les catcheurs arrivaient à faire des enchaînements assez incroyables à l'aveuglette. Que ce soit des esquives ou de simples coups de poing, normalement c'est quasi impossible de viser juste quand tu ne sais pas où est précisément ton adversaire sur le ring. Mais tout le mystère autour de cette stipulation a été un peu gâché lors d'un match le 24 mars 1991. Ce soir-là, Jake Roberts affrontait Rick
Rick Martel dans un blindfold match, et juste avant que le combat ne commence, les caméras vont filmer Jake Roberts en gros plan, on pourra donc voir sa main de l'autre côté du sac, nous faisant ainsi comprendre que les catcheurs peuvent en réalité voir à travers pour exécuter leurs mouvements. À mon avis aujourd'hui c'est plus cette espèce de grille qui est utilisée, mais un tissu assez fin pour qu'on puisse voir à travers, et donc bien plus discret que celui utilisé par Jake Roberts. 2. Les amplificateurs. Pour qu'une chute paraisse impressionnante, il est très important qu'on entende également l'impact. Le bruit assourdissant qu'un catcheur va faire en tombant sur le ring. C'est encore plus flagrant quand on est présent physiquement à un show. J'ai pu m'en rendre compte personnellement, quand un catcheur tombe sur le ring, ça fait un bruit monstrueux. En fait, la WWE utilise des amplificateurs. C'est très simple à comprendre. On a juste à placer un micro sous le ring, le relier à un ampli et le tour est joué. Plus le volume de l'ampli est fort, plus le bruit lorsqu'un catcheur tombe sur le ring le sera aussi. Lors des shows télévisés de la WWE, cette technique est également utilisée et ça permet de rendre une chute 1000 fois plus impressionnante. Regardez, je vous mets un extrait avec le bruit amplifié lors de la chute. Et maintenant le même extrait mais en réduisant ce bruit. On pourra notamment s'en rendre compte durant le pay-per-view Bad Blood en 1987. Ce soir-là, Shawn Michaels affrontait l'Undertaker dans un Hell in a Cell match, mais juste avant que le combat ne commence, et en rapport avec ce qui s'était passé dans la rivalité les semaines précédentes, les arbitres vont décider de jeter un coup d'œil sur le ring afin d'être sûr qu'aucun catcheur ne s'y cachait. C'est alors qu'ils vont accidentellement éclairer l'ampli qui se trouvait sous le ring avec leur lampe torche, et qui servait évidemment à amplifier le son des chutes sur le ring. 1. Les réactions du public. On termine cette vidéo avec un secret qu'on pourrait mettre dans la même catégorie que ce qu'on a pu voir juste avant avec les amplificateurs. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais l'une des fonctions principales des gens présents dans l'arène, c'est d'apporter l'ambiance. Au début de la crise sanitaire, on avait pu se rendre compte que les shows sans aucun son du public, c'était quand même vachement triste. C'est d'ailleurs pour ça que la WWE a par la suite utilisé des sons préenregistrés durant ses shows au Thunderdome, afin d'ajouter une ambiance et que ça soit beaucoup moins vide. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait usage de ce genre de technique. Autant pour le Thunderdome, tout le monde a bien compris que le bruit de foule a été rajouté puisqu'il n'y avait pas de public présent physiquement dans l'arène, c'est juste logique, mais ça fait depuis des années maintenant que la WWE n'hésite pas à utiliser des sons de foule préenregistrés afin d'obtenir les réactions qu'elle veut lorsque le show est diffusé à la télévision. Typiquement en 2018, les gens commençaient à en avoir marre de Roman Reigns puisqu'il était extrêmement mis en avant. Dans la réalité, lorsque Roman Reigns faisait son entrée, il se faisait beaucoup huer dans l'arène. Pourtant, en regardant la même entrée mais devant sa télévision chez soi, on n'avait pas forcément cette impression. En fait, la WWE a des micros pour enregistrer spécifiquement le son du public dans l'arène, et elle n'hésite pas à baisser le volume de ces micros lorsque le public se met à huer un catcheur qui devrait plutôt être encouragé. De la même manière, lors des promos notamment, la WWE va augmenter le son de la foule et rajouter des sons préenregistrés pour faire comme si le public réagissait de ouf à ce que peut dire le catcheur durant sa promo, alors que ce n'est pas forcément le cas dans la réalité. Je vais vous montrer un exemple tout bête, sans modification du bruit du public. Je suis Weeds, le meilleur catcheur de l'histoire. Avec modification du bruit du public, je suis Weeds, le meilleur catcheur de l'histoire. L'idée de tout ça, c'est de contrôler un maximum les réactions du public, pour donner la meilleure impression et la meilleure image possible aux gens qui regardent le show depuis chez eux. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, je te remercie infiniment pour ta présence. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si c'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Enfin bref, nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see